J'ai maintenant le plaisir d'accueillir et de vous présenter nos trois premiers panélistes du jour. D'abord, Olivier Germain, qui est professeur au département de management de l'UQAM, qui est également membre du groupe Entrepreneuriat, Société et Transformation. Nous accueillons également Kerstin Kuyken, qui est professeure en entrepreneuriat et en innovation au département de management de l'UQAM. Et elle est en train de créer un nouveau centre d'expertise intitulé Centre d'études en entrepreneuriat international et interculturel à l'ESG UQAM. Enfin, Jamel Stambouli, professeur et directeur de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul, qui est située à Ottawa. Olivier, Kerstin et Jamel, je tiens à vous remercier au nom de l'IRIPI d'avoir accepté notre invitation. Pour débuter le panel, et pour briser la glace, se dégourdir, se mettre progressivement en action, j'aimerais peut-être commencer par vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au phénomène de l'entrepreneuriat des personnes immigrantes? Et peut-être également en quoi, brièvement, consiste la spécificité du regard que vous jetez sur ce phénomène-là, que ce soit en termes d'approche, de méthode ou de discipline. Vous avez 2 petites minutes chacun pour y répondre. Jamel, si tu es d'accord, je propose que l'on commence avec toi. Merci beaucoup, Jérémy. Je commence directement. Merci pour l'invitation. C'était très intéressant la présentation de Luis. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à étudier les entrepreneurs immigrants? En fait, c'est à partir d'une observation participante, si vous permettez. Donc, moi-même, j'étais étudiant international en France et j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs en tant qu'employé, des entrepreneurs immigrants, principalement maghrébins. Et j'avais en même temps commencé un programme de maîtrise, etc. Donc, c'était une curiosité. Je voulais regarder comment des entrepreneurs commencent et s'intéressent et se motivent à démarrer des entreprises. Et puis, en observant aussi, durant 5 6 ans, j'étais impliqué comme employé. J'ai vu plusieurs aspects, surtout des aspects qui sont en lien avec les défis. Donc, des complications pour développer les entreprises, des complications pour monter en échelle, etc. C'était beaucoup en lien avec tout ce que Luis a observé. Donc, ce qu'on a observé ici au Canada était très ressemblant de l'expérience en France. Il y a une grande différence entre le type d'immigration. Et donc, quand je suis arrivé en tant qu'immigrant au Québec, j'ai continué à être en contact avec des entrepreneurs que j'ai commencé à accompagner en France, et puis j'ai été référé ici vers des entrepreneurs à Montréal. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré et je me suis intéressé. Donc, moi, mon objectif au départ, c'était d'essayer d'accompagner, de trouver des solutions pour justement mieux mettre en valeur l'entrepreneuriat immigrant. Moi, j'ai regardé avec mon étude, le doctorat que j'ai fait à HEC Montréal, j'ai regardé l'aspect des valeurs religieuses sur l'impact sur le processus entrepreneurial des immigrants. Et donc là, ça a donné beaucoup plus de défis que les défis qu'on connaisse, donc en termes de financement, etc. Et donc là, je continue pareillement actuellement à accompagner des entrepreneurs, mais aussi à essayer d'amener des solutions innovantes, entre guillemets aussi, pour intégrer les immigrants à travers l'entrepreneuriat. Je ne sais pas Merci. si j'ai dépassé les 2 minutes ou pas. Je ne t'en tiens pas rigueur pour l'instant. Merci beaucoup, Jamel. Kerstin, la parole t'appartient. Oui, alors bonjour, bon matin et merci beaucoup de m'accueillir dans ce panel et dans ce colloque. Alors donc Kerstin Kuyken et moi, ça fait 10 ans, plus que 10 ans même, que je m'intéresse aux questions comparatives, internationales, interculturelles, de pratiques d'innovation, de gestion des connaissances. Et donc, comme Jamel, j'ai aussi une histoire personnelle qui m'amène à faire ces recherches-là et je trouve que ce sujet est particulièrement
prometteur et vient me chercher sur le plan personnel aussi parce qu'en fait, moi aussi, j'ai vécu plusieurs expériences d'immigration, dont celle au Québec et dans ma famille, pour la petite anecdote, on parle 4 langues aussi. Donc, en fait, je m'intéresse à ce melting pot interculturel qui, en fait, de quoi est composé sont composées nos sociétés aujourd'hui. Et par rapport aux perspectives que moi j'adopte, ce sont, j'ai envie de dire, des rencontres avec l'humain avant tout. C'est-à-dire, je travaille beaucoup en recherche qualitative. J'aime bien rencontrer la personne, comprendre qui est l'entrepreneure migrante que j'ai devant moi et qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre aussi en tant que chercheur et comment est-ce qu'en fait les entrepreneurs migrants peuvent nous inspirer sur le plan de la recherche, mais aussi sur le plan de comment mieux organiser nos sociétés. Alors, donc, vous allez entendre beaucoup aujourd'hui parler de ma part justement de gestion des connaissances, de l'innovation et de ressources aussi qui ont cette personne-là. Et donc, je m'intéresse aussi à comment mieux les accompagner justement pour justement faire ressortir ces forces-là et ces ressources-là qui nous apportent dans les sociétés. Donc, enchanté tout le monde. Merci beaucoup, Kerstin. Olivier, à toi l'honneur de conclure ce premier tour d'écran. Ce qui me permettra de faire plus de 2 minutes. Non, je blague, mais c'est stressant cette histoire-là. Alors, bonjour à tous. Heureux de participer à cette matinée. Puis, j'aurai autant de plaisir, je pense, à vous écouter en fait qu'à intervenir, mais peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans d'autres plateformes. Merci à Jérémy de ce moment. Et puis, bravo aussi pour toutes les études qui sont menées par l'IRIPI, parce qu'elles sont vraiment aussi très intéressantes à consulter pour nous tous. Alors, comment j'y suis arrivé? Moi, c'est par l'arrivée d'Uber à Montréal, en somme. L'arrivée d'Uber à Montréal a pour moi été un moment clé. On m'a beaucoup interrogé dans la presse et ailleurs sur le modèle d'affaires. Est-ce que les chauffeurs sont des voleurs? Comment rétablir des règles? Et puis, comme le précisait tout à l'heure Kerstin, en fait, je me suis dit, il y a quand même un grand oublié là-dedans, c'est le chauffeur. Et c'est réinstaller la vie au cœur d'Uber, quoi. Qui sont ces personnes? Leur biographie, leur histoire, leur parcours, le pourquoi ils en sont arrivés là. Et du coup, c'est par là que je suis entré en essayant de remettre de la biographie des gens, des vrais gens, dans le système. Et c'est là que je me suis rendu compte que, donc en suivant de manière ethnographique, puisque moi, c'est un peu la démarche que j'adopte, c'est les entrevues, mais également de l'ethnographie, aller vivre avec les personnes des moments. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, ce qui caractérisait Uber à Montréal, c'est une forme de marqueur d'exclusion, quoi, de marqueur d'exclusion au sens où on y retrouve exclusivement quasiment des populations migrantes. Au début d'Uber, quand c'était un phénomène non réglementé, on y retrouvait une diversité beaucoup plus forte. On y avait beaucoup plus de Québécois blancs. Et avec la réglementation d'Uber, je me suis rendu compte que c'était un marqueur d'exclusion fort et qu'il y avait beaucoup à travailler là-dessus et que leurs discours étaient souvent des discours de dépit, des biographies familiales compliquées, des gens qui faisaient ça pour sauver leurs enfants, mais essentiellement parce qu'on n'accédait pas au marché de l'emploi. Et du coup, c'est de là que est venue cette question, c'est que les gens sont amenés à s'entreprendre comme individus, donc pas simplement à entreprendre, mais à s'entreprendre comme personne, pour aussi au départ, finalement, faire céder la barrière de l'exclusion, avec tout le paradoxe qu'il y a là-dedans. C'est que c'est à la fois libérateur, mais aussi en partie oppresseur, quoi. Et puis qu'on retrouve ça dans l'entrepreneuriat immigrant, c'est qu'il y a une forme, on est en balance entre entreprendre par opportunité, pour essayer de faire des choses qui nous libèrent, mais en même temps qu'on se libère, parfois on construit ses propres chaînes. C'est paradoxal, quoi, mais l'entrepreneuriat immigrant est un peu dans cet étau. Je me libère en construisant mes propres chaînes par moment. Et comment je passe d'une situation contrainte à une situation d'opportunité également? Comment j'en fais quelque chose qui est un projet transformateur de soi? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, je suis heureux d'être là et d'écouter tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous trois. Maintenant que la glace est brisée et que l'on sait un peu mieux qui vous êtes, j'aimerais vous poser une deuxième série de questions autour du portrait des entrepreneurs immigrants et immigrantes. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Hein, on l'a dit, je crois qu'on va le répéter à de nombreuses reprises aujourd'hui, il ne s'agit certainement pas d'un bloc monolithique. Hein. Donc, quelle serait
leurs caractéristiques communes et différenciées. Puis il y a une sous-question que je voudrais vous poser aussi. Quels sont les biais, en fait, qui peuvent fausser ou limiter notre compréhension de leur réalité au pluriel, mais également de leur rapport, en fait, dans la société québécoise? Et si biais il y a, hein, comment les limiter? Autrement dit, comment s'assurer de jeter un regard inclusif sur ces personnes? Vous avez maintenant 4 minutes chacun pour y répondre. Kerstin, j'aimerais commencer avec toi. Quelle aventure en 4 minutes. Alors, on va essayer. Alors, qui sont-ils? Ben, justement, c'est une très bonne question. Je pense qu'on a toujours, peu importe le champ de recherche, on a toujours besoin de définir de quoi on parle. Et là, par contre, de développer une définition d'entrepreneur migrant, c'est une aventure assez difficile et j'ai envie de dire c'est en construction comme dans d'autres concepts, définir un entrepreneur, définir la culture, on parle vraiment de réalités qui sont multiples et contextuelles. Alors, par contre, ce que j'ai envie de dire par rapport à leurs caractéristiques communes, de ma part, qui a un regard vraiment sur l'innovation et les connaissances de ces personnes-là, je vois que les entrepreneurs migrants ont quelque chose en commun qui est le vécu d'avoir immigré dans un autre pays et donc d'avoir en fait vécu une trajectoire quand même individuelle et personnelle qui est particulière et qui est source de plusieurs connaissances et justement de plusieurs aussi couches culturelles qui vont amener. Donc, moi, je vois les entrepreneurs migrants comme des êtres humains ou pluriculturels, c'est-à-dire en fait qui cumulent au fur et à mesure de leurs expériences aussi des ressources importantes et multiples connaissances culturelles dont ils ou elles vont pouvoir bénéficier aussi durant cette aventure-là. Donc, d'avoir vécu le risque, d'avoir développé la résilience, d'avoir vraiment d'être parti peut-être de rien ou de peu de choses pour en fait se réaliser un rêve ou une aventure, dépendamment. Et alors ça, par rapport aux caractéristiques communes, ça ressort très fort dans le discours des personnes que je rencontre au sein de mes recherches. Mais par contre, il faut bien faire attention de quand même prêter une attention aux particularités ou différences de ces personnes-là. Alors, on peut bien sûr parler de genre, on peut parler aussi de la durée de l'expérience de l'immigration. Cela fait combien de temps qu'on est là? Est-ce qu'on est récemment arrivé? Est-ce que ça fait 20 ans qu'on habite dans une société qui en devient entrepreneur? Est-ce qu'on vient par choix? Est-ce qu'on vient par force? Est-ce qu'on vient par rapport à une situation politique? Et aussi, dans quel secteur d'activité est-ce qu'on opère? Est-ce qu'on est une start-up migrante comme il y en a plusieurs qui sont leaders de ce monde? Je tiens à rappeler que, par exemple, la société Moderna, qu'on connaît si bien maintenant avec l'histoire du vaccin, a été développée par Noubar Rafeyan, qui est originaire de Beyrouth, diplômé de McGill, et qui a cofondé cette entreprise-là, qui maintenant est à la une de la presse à tous les jours. Donc ça, c'est une histoire très intéressante d'un entrepreneur migrant, aussi pertinente que celle d'une femme camerounaise que j'ai rencontrée récemment, qui en fait développe une entreprise de plantain chips et qui en fait fait maintenant qui livre tous les food trucks de ce monde avec ses produits fantastiques et fort délicieux. Alors, il faut prêter attention à ces 6 histoires-là et aux raisons aussi qui marquent des trajectoires justement de ces personnes-là. Et alors, je vais peut-être en 1 ou 2 minutes qui me restent parler brièvement de différents biais ou en tout cas des dangers aussi à catégoriser les entrepreneurs migrants. Pour moi, et les recherches le démontrent, hein, donc c'est pas juste moi qui le dis, c'est un collectif de chercheurs qui le dit, je tiens à le rappeler. Il y a des biais individuels, c'est-à-dire on entend des discours des travailleurs chinois, par exemple, particulièrement travailleurs justement, ou des femmes entrepreneurs migrantes, particulièrement sous-qualifiées, et voilà. Donc, il faut faire attention à ces catégorisations individuelles. On en a aussi organisationnelles. On dit souvent les entrepreneurs de diaspora partent souvent d'une nécessité.
ou alors vraiment d'un besoin qui dans l'urgence. C'est pas tout à fait ça. Il y a des produits fantastiques, par exemple des foutins marocains qui partent d'un projet de créativité et qui en fait partent donc d'un point de vue complètement différent et plutôt vers une opportunité, une ressource forte qu'ils aimeraient valoriser. Et alors, il y a aussi des stéréotypes environnementaux, sociétals, donc comme Loïs Cisneros le mentionnait tout à l'heure, qui provoquent parfois justement un manque d'accès au financement. Alors, donc justement, comment est-ce qu'on perçoit les entrepreneurs migrants sur un plan de société et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour défaire ces stéréotypes-là, puis pour faire valoriser la diversité qui se cache derrière cette appellation entrepreneur migrant. Donc, on va peut-être pouvoir y revenir dans les prochaines tournées de questions. Comment faire pour aller au-delà de ces stéréotypes-là qui sont de plusieurs niveaux et puis justement faire rencontrer ces personnes, ces historiques, ces portraits qui sont pour moi fortement fascinants puis enrichissants pour l'écosystème entrepreneurial québécois. Je ne sais pas si ça fait 4 minutes, mais en tout cas, je me reprendrai tout à l'heure pour d'autres éléments. Merci. Merci beaucoup, Kerstin. Olivier, la parole t'appartient. Si, Kerstin a bien mis la table sur un ensemble d'éléments clés. Hein. Si j'essaie de ne pas être redondant, je dirais, pour poursuivre ce que Kerstin vient de dire, ne pas confondre la catégorie avec l'identité, pour moi, c'est central. La catégorie, elle nous appartient c'est une construction sociale. Une catégorie qui est importante. Pourquoi? Pour comprendre les phénomènes, mais également pour mettre en place des politiques. Puis cette catégorie-là, j'ai envie de dire, quand vous travaillez dans vos instituts, dans vos centres, sur une catégorie qui s'appelle entrepreneur migrant, c'est aussi parce que derrière, il y a des enjeux politiques de soutien actif. Donc, il y a une forme d'activisme politique là-dedans, puis c'est important. Par contre, le biais de ça, c'est que ça se transforme souvent en une assignation identitaire. Puis là, on a un travail à faire, c'est de ne pas confondre la catégorie avec l'identité. L'identité, c'est ce qu'on construit socialement par les interactions. Et puis, Kerstin l'a montré, on est tous producteurs de l'identité de l'autre. On est tous producteurs de l'identité de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, socialement, on construit aussi l'entrepreneur migrant en le réduisant à une fraction de son identité. Puis c'est là où c'est dangereux. Moi, quand j'enseigne ou j'accompagne des entrepreneurs, je leur pose souvent la première question, définissez-vous en un mot. Définissez-vous en un mot. La personne se dit, mais comment je peux me définir en un mot? Comment je peux me réduire en un mot? Faut être conscient du fait que moi, quand j'ai des étudiants québécois, blancs, français, belges dans la salle, ils vont dire, je suis espiègle, perfectionniste, timide, etc. Donc, en somme, ils vont avoir des traits comportementaux. Mais une personne qui est racisée, qui vit une situation de migration, c'est pas la même chose. Là, elle va le vivre comme une réduction et se dire à un moment, comment je me définis? Comment je me définis? Quand j'ai fait l'essai avec des entrepreneurs immigrants ou racisés, parce que je le fais en début de chaque session, qu'est-ce qui vient? Je suis ingénieur, je suis architecte, je suis cuisinier. Et après, en deuxième, je suis père, je suis mère. En dernier, de manière extrêmement faible, je suis migrant. Ça définit personne être migrant, ça définit pas, c'est une fraction dans un processus de vie, d'une biographie, d'un parcours. Mais personne ne se définit jamais comme ça. Et personne ne se définit jamais comme ça. Quand on pose la question après, en premier plan, je me définis par ma profession, quoi. Donc, je suis porteur de quelque chose. Je suis venu chez vous avec un talent, des compétences. Et définissez-moi comme ça aussi, vous, socialement. 2, je suis père, mère. Ça veut dire que je suis venu ici pour mes enfants. Et souvent, je suis prêt à me sacrifier pour ça parce que je sais que moi, c'est peut-être mort, ma trajectoire. 3, peut-être migrant. Mais si tu poses la question de pourquoi tu t'es pas défini comme migrant ou comme Syrien, comme Mexicain, parce que si je mets ça en avant, en fait, c'est pas forcément bien vu ici de mettre ça en avant. Mais pourtant, j'ai une grande fierté du fait de porter un bagage biculturel. Mais je me sens pas le droit forcément de le faire. Donc, c'est là où jouent les assignations identitaires. Puis notre rôle collectif, je trouve, on a du mal au Québec aujourd'hui à parler des violences systémiques. Mais j'ai envie de dire, quand on dit systémique, c'est parce qu'en fait, c'est inscrit dans le système. C'est pas forcément que toi, individuellement, tu es porteur de quelque chose, mais c'est qu'il faut qu'on réfléchisse tout ce qui produit l'assignation identitaire, tout ce qui produit les outils, plein de choses qu'ils produisent. C'est pas grave d'en parler, mais par contre, quand c'est grave, quand tu le vis de l'autre côté, quoi. Mais quand tu es à l'intersection de formes de violence, quand tu es femme musulmane d'un pays maghrébin,
ben, je pense que tu comprends ce que ça veut dire qu'à un moment, l'assignation identitaire, tu le vis dans ton quotidien, et parfois tu le vis sous la forme de micro-agressions qui ne sont pas forcément liées à une posture méchante, violente, raciste des personnes, mais parce que c'est inscrit dans un système collectif qui produit les identités. Donc voilà ce que je dirais. J'espère que c'est stressant cette histoire de temps là. Voilà, on parle comme des machines, c'était là. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour d'amener toutes ces nuances. Jamel, à ton tour, tu as toi aussi 4 minutes pour conclure ce deuxième tour d'écran. Super. Je pense que les collègues ont avancé énormément d'éléments et d'aspects. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être à partir de la fin de ce que Olivier avançait sur les questions de billets culturels et les biais au niveau sociétal. Donc, comment la perception de l'autre, immigrant, nouveau arrivant, racisé, etc., est vécue par ces personnes-là. Et je rejoins aussi ce que Kirsten disait par rapport à l'immigration. Donc, qui sont ces personnes-là? Ces personnes-là, c'est une diversité de personnes. Déjà, ils viennent de pays diversifiés, mais chacun a sa propre histoire, vient d'une famille différente, vient d'une culture différente. Moi, dans mon travail de thèse, j'ai interviewé des Tunisiens, Algériens, Marocains qu'on représente ici comme maghrébins au Québec, alors qu'il y a une diversité énorme. Et c'est ce que qu'est-ce que plusieurs personnes ont montré, quand on se rapproche de ces personnes-là, on voit la diversité. On voit la diversité de l'expérience, on voit la diversité des forces, on voit la diversité des opportunités qui viennent avec ces personnes-là. À l'intérieur, au sein du groupe tunisien, on va dire, il y a une grande diversité qui est connue par les Tunisiens eux-mêmes, et pareil pour l'Algérien et le Marocain, ou l'Algérienne et la Marocaine. Comment on les définit? C'est eux-mêmes qui se définissent. Moi, je dis aussi ce qui est commun, c'est l'expérience migratoire. Comme Kirsten l'a dit, moi, je dis que on entreprend un processus migratoire et pour moi, ça donne une force, ça donne des compétences aux immigrants pour entreprendre sur le marché. Donc ça, c'est un aspect important. En lien avec les biais aussi, et au niveau systémique, comme Olivier l'a présenté, Silicon Valley a été, comme l'a dit lui, développé par des immigrants. Mais dès qu'on réussit, on les définit plus comme, on les présente plus comme des immigrants. Ils sont devenus québécois, ils sont devenus canadiens. Notre fierté canadienne, il est immigrant. Donc, là aussi, en termes de billets, on voit la différence. À quel moment on devient canadien, québécois pour les entrepreneurs? Également, au niveau des billets, on voit les entrepreneurs immigrants comme des petits entrepreneurs. Alors que dans la réalité, si on regarde les entreprises québécoises développées par des immigrants, on voit qu'il y a pareil une grande diversité. Donc, les catégoriser dans du petit entrepreneuriat, ce n'est pas la bonne manière de les définir. Donc, quand on parle d'entrepreneurs maghrébins, par exemple, on regarde juste le petit Maghreb, alors que c'est complètement différent. Ce n'est pas seulement de l'entrepreneuriat ethnique. Et moi, avec les entrepreneurs, entrepreneurs masculins que j'ai interviewés, la volonté de développer les entreprises, de multiplier les marchés est très, très intéressante. En termes d'opportunités aussi et de force des entrepreneurs immigrants, c'est l'aspect international. Ça, on le voit, ça vient par les immigrants. Ça ne vient pas par le système et l'écosystème et l'aide qu'on fournit aux entrepreneurs. Il y a un potentiel énorme au niveau international. Donc, on parle de l'entrepreneuriat international des immigrants. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je pense que je peux m'arrêter ici. Là, Merci beaucoup, Jamel.
Merci, Jamel. Merci à vous trois. Si vous êtes d'accord, j'aimerais maintenant déplacer légèrement notre discussion vers les difficultés auxquelles ces personnes font face dans le contexte québécois. Quels seraient les principaux obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs immigrants et immigrantes? Et parce que je sais bien que vous avez peu de temps pour y répondre, hein, et comme à l'impossible, nul n'est tenu, je vais peut-être reformuler ma question, en fait. Est-ce qu'il y aurait peut-être un obstacle en particulier qui mériterait notre attention? Hein, un obstacle qui a un impact et qui est peut-être méconnu? Et quelles seraient les pistes qui nous permettraient de relever le dit obstacle? Donc, vous avez maintenant 6 minutes chacun, bref, une demi-éternité, Olivier, pour répondre. Olivier, justement, je te proposerais peut-être d'initier les échanges sur ce troisième tour d'écran. Merci Jérémy, j'ai perdu 10 secondes avec mon micro. Je vais essayer de relever le défi. Alors, je sais qu'on a dans l'auditoire des personnes qui sont extrêmement expertes par leur connaissance pratique et concrète de l'accompagnement et que je prétends pas non plus là apporter des solutions des magiques ou de révéler des choses extrêmement différentes de ce que révèle votre pratique. Hein. Alors, pour moi, j'aurais tendance à identifier trois petits défis. Une fois qu'on a quand même mis de côté le fait qu'il y a la question de l'emploi versus l'entrepreneuriat, qui n'est pas une question mineure, sur laquelle l'IRIPI travaille beaucoup, là. Mais ensemble, il y a quand même au début, l'emploi, j'y arrive ou pas? Et puis ensuite, l'entrepreneuriat, pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi l'entrepreneuriat de manière proactive versus comme quelque chose que je fais par dépit parce que j'arrive pas à trouver un job. Puis ça, on ne peut pas l'écarter complètement du panel, du portrait. Alors moi, j'aurais tendance à proposer trois défis, trois biais, trois blocages, quoi. Le premier, c'est que je distinguerais ce que j'appellerais la charge mentale de la santé mentale. Alors, comment je le fais? Ça, en disant oui, il y a des problèmes de santé mentale qui ont été très bien documentés par l'étude du groupe autour de Louis ce matin. Mais pour moi, derrière, n'oublions pas que ce qu'on appelle la charge mentale, c'est encore une fois une construction sociale. C'est l'intériorisation de contraintes qui font qu'à un moment, tu vis différemment le parcours entrepreneurial. Mais la santé mentale, parfois, on va documenter des problèmes, le sommeil, etc., mais qui viennent d'où? Du fait que tu intériorises des contraintes, des enjeux, le fait de réussir. Par exemple, le rapport à la réussite et à l'échec n'est pas le même quand tu te dis à un moment, moi, j'ai qu'une seule carte à jouer, je n'ai pas les deux jokers que vous avez, vous. Moi, je n'ai pas les 2 ou 3 jokers dans la main. Donc, c'est ça la charge mentale, c'est de se dire à chaque geste entrepreneurial que je fais, j'intériorise le fait que j'ai moins le droit à l'erreur. Ça se traduit par des problèmes de santé mentale, mais là, la charge mentale, ça veut dire qu'après, on ne peut pas s'exonérer de ça, on est tous responsables de la reconstruction à un moment d'un système qui fait que la charge mentale, elle diminue. Accompagnateur, financeur, etc. Mais la charge mentale, c'est un construit social qu'on inflige à quelqu'un. Ça ne se produit pas tout seul, c'est la société qui produit la charge mentale. Puis les travaux en féminisme, du coup, seraient très utiles aussi à les consulter là-dessus. Hein. Bon, premier point pour moi, la charge mentale. Deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais affronter un peu de manière directe les biais structurels, la violence systémique que nous incarnons parfois sans en être conscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer au crible les outils, les dispositifs, toutes les choses qu'on utilise en entrepreneuriat parfois dont on ne se rend pas compte qu'ils sont porteurs de phénomènes d'exclusion. Par exemple, faire un business model, ça peut paraître évident pour plein de gens, mais il y a plein de personnes qui vont rentrer là-dedans, tu leur donnes l'outil et ils vont se sentir désemparés par rapport à ça. C'est pas ma culture, c'est pas ma manière de ranger les choses. Ce que tu appelles valeur, c'est pas la même chose pour moi. Pourquoi tu me parles de ça? Moi, je ne veux pas faire ça. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont porteurs de stigmates qu'on n'interroge pas. Donc, on a comme un audit à faire de avec quoi on joue là, avec quoi on joue pour faire de l'entrepreneuriat. C'est un point important pour moi. Tout à l'heure, ça a été aussi évoqué par Louise dans l'étude. Hein. C'est qu'après, il ne faut pas non plus surcharger la barque des entrepreneurs en leur disant mais en faites-en plus, soyez plus différents, soyez plus ceci, plus cela, parce qu'il y a quand même un moment, un maillon. On a eu l'année dernière, on vit depuis 2 ans, grâce aussi à un moment qui a été le moment Floyd. Le moment Floyd,
faisons attention à ça, c'est qu'à un moment, il faut pérenniser les structures de financement. Mais il y a quand même un maillon qui est le financement. Ce financement, il ne perdurera pas parce qu'il y a des politiques publiques, il y a plein de choses qui jouent. Les gouvernements sont un coup conservateur, un coup libéral, un coup ceci, cela. Donc, il faut pérenniser à un moment la question du financement en entrepreneuriat immigrant parce que rien ne dit que ces moments-là vont perdurer. Donc, il faut autonomiser le financement à un moment et faire attention à ça. Puis, dernier élément dont je parlerai, on en a parlé un peu en filigrane depuis la présentation de Louis, Jamel l'a évoqué, mais il faut construire des rôles modèles. Il faut construire des rôles modèles issus de l'immigration. Mais alors, pas que des grandes réussites. Il faut des rôles modèles diversifiés. Il faut mettre en avant un dépanneur autant que quelqu'un qui a construit une grande compagnie de pharmacie. Il faut mettre tout le monde là-dedans parce qu'en même temps, c'est en exposant à la pratique ordinaire de l'entrepreneuriat des personnes qu'on rend l'entrepreneuriat inclusif. Donc, si on ne met en somme en avant que des réussites incroyables, des choses qui ont l'air très, très porteurs de construction de valeurs, de trucs, d'une certaine manière, on remarginalise à l'intérieur de la population des migrants. On dit, finalement, il n'y a que si tu fais des choses incroyables que tu as le droit d'entreprendre. Donc, il ne faut pas exclure en mettant des rôles modèles que incroyables. Il faut du rôle modèle ordinaire, parce que c'est comme ça que tu vas dire, en fait, on ne me définit pas comme migrant, on me définit comme entrepreneur. Je peux faire une compagnie de chaussures, une compagnie de réparation, je peux faire un dépanneur dans le quartier, et c'est aussi noble que tout. Donc, ensemble, il faut faire attention aussi de ne pas ériger des rôles modèles qui soient que la crème. Il ne faut pas construire, j'ai envie de dire, une élite de l'entrepreneur migrant. Parce que ça, on l'a vu dans plein de domaines, les femmes, les pauvres, etc. En créant une élite, on fait quoi? On rend impossible le parcours entrepreneurial à celui qui se dit « Ah, je ne suis pas une élite, moi. Je suis juste un gars qui est arrivé, une dame qui est arrivée, je veux faire de la couture, de la cuisine, un dépanneur. » Puis faisons attention de ne pas remarginaliser par des rôles modèles trop incroyables. Tu n'as pas une injonction quand tu es migrant à en faire plus non plus. Il faut faire attention à ça. Ça devient une charge mentale de dire pourquoi je serais plus innovant, pourquoi mon projet serait plus incroyable, pourquoi je dois être forcément une réussite mondiale, internationale. Là, on remarginalise pour moi. Donc, il faut du rôle modèle ordinaire, je dirais aussi. Il faut une diversité de rôle modèles avec tout ce qu'a dit Jamel. C'est-à-dire qu'à un moment, si je suis tunisien à Sidi Bouzid, pas Boussaïd, pas là où on va en vacances, à Sidi Bouzid, c'est pas la même chose que de l'être à Sidi Bouzid. Je ne viens pas du même endroit, je n'ai pas la même biographie, etc. Bon, voilà. 6 minutes ou 7 ou 2. C'est parfait. Merci beaucoup, Olivier. Jamel, la parole est à toi. Merci beaucoup. Moi, je commencerai par poser une question. Qu'est-ce qui détermine la réussite? Pour faire le lien avec ce que Olivier vient de dire. Pour moi, l'exemple du dépanneur qu'il a donné, de la petite entreprise, c'est sa pérennité. Ça peut être sa pérennité. Elle existe depuis une vingtaine d'années. Elle sert la communauté, les communautés. Elle devient un peu plus large. Ou est-ce qu'on détermine la réussite par combien de millions de dollars elle a amené, et puis peut-être que c'est un flop après 2 ou 3 années. Donc, ça aussi, c'est un aspect important, et les immigrants et plusieurs immigrants qui sont là, peut-être que j'ai oublié aussi un autre aspect par rapport à l'autre question. Ce qui détermine aussi qui nous sommes en tant qu'immigrants ou immigrants entrepreneurs, c'est la présence de la communauté ou pas dans le pays d'accueil. Ça, c'est un aspect très, très important. Donc, est-ce que l'histoire migratoire de cette communauté-là, est-ce qu'il y a une présence ou pas? Et ça détermine, parce que c'est en lien aussi avec l'un des défis des entrepreneurs immigrants, c'est de trouver un réseau. Et donc, est-ce que c'est une nouvelle immigration ou ce n'est pas une nouvelle immigration? La communauté et l'aide qui vient de la communauté est déterminant. Pour les entrepreneurs immigrants, il y a plusieurs recherches qui le démontrent, peut-être toutes les recherches qui disent qu'on parle du capital social et on parle du démarrage de l'entreprise avec l'aide familiale. Donc, l'un des défis de l'entrepreneur immigrant, c'est vraiment, et c'est ça son souci, c'est de là que vient l'anxiété aussi, c'est d'intégrer sa famille. Quand on immigre en famille et on veut, premièrement, trouver une école pour nos enfants,
2, trouver une maison, 3, trouver un travail ou plus tard peut-être démarrer une entreprise. Donc l'intention est là, mais il y a tellement de défis que les immigrants, les nouveaux arrivants rencontrent qu'on doit, donc pour moi, la solution, et ça c'est un aspect, peut-être que quand on est accompagnateur, accompagnatrice ou qu'on travaille dans les organismes d'aide, d'accompagnement aux entrepreneurs, qu'on oublie parfois. Donc on se concentre sur l'idée entrepreneuriale, sur le projet, et on oublie ce qui se passe derrière. Donc ce que l'entrepreneur, femme ou homme, cache derrière lui comme anxiété, comme peur. Olivier en a parlé aussi. Donc pour moi, un des premiers défis et sur lequel on doit travailler en tant que société, c'est garantir l'intégration facile de la famille, de l'immigrant et du potentiel entrepreneur. Et ça enlève toute l'anxiété, ça enlève une grande partie des peurs et des risques parce que quand on est immigrant et on investit notre propre argent, c'est notre famille qu'on risque de faire perdre cet argent. Alors que quand on est natif, on a toujours, comme Olivier l'a dit, le plan A, le plan B, le plan C, on a la famille, on peut aller habiter chez des amis, chez la famille, alors qu'en tant qu'immigrant, t'as rien derrière toi, sauf ta famille dans le pays d'origine, ou peut-être une petite partie de ta communauté, ça dépend de ton pays d'origine, et puis la présence migratoire aussi. Donc pour moi, 2 aspects, défis en lien avec famille et question de réseau qui est très, très important. Donc, on le dit à chaque fois. Moi, je l'entends depuis que j'ai commencé à travailler sur l'entrepreneuriat migrant, l'importance des liens faibles. Et puis, on parle de liens forts, liens faibles, réseau, comment développer le réseau, réseauter. Tu sais, la manière de réseauter. Olivier a parlé de l'aspect plan d'affaires, modèle d'affaires, et la conception différente d'entreprendre. Réseauter, c'est aussi culturel. On ne réseaute pas de la même manière, on n'a pas la même facilité pour réseauter. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont cette facilité-là. Moi, ici, au Québec, c'est ça ce que j'ai connu dès le départ. On me dit, il faut réseauter, il faut trouver son propre réseau, etc. Mais je n'ai pas cette facilité-là. Il faudra justement des mentors. Je suis d'accord avec ce que tu as avancé tout à l'heure, Louis. Je pense que le mentorat est très, très important comme voie pour aider à développer. L'autre aspect, défi aussi, pour trouver accès aux ressources, je pense que la présence de la diversité dans l'écosystème d'accompagnement est aussi importante. Ça dépend, là je ne vais pas rentrer dans les détails sur les recherches. Est-ce que c'est positif de faire affaire avec une personne de ma communauté dans l'écosystème d'accompagnement ou pas? Mais je pense que ça aussi, c'est un aspect sur lequel on devrait travailler. Voilà. Merci beaucoup, Jamel. Kerstine, tu as toi aussi 6 minutes pour poursuivre et clore ce 3e tour d'écran. Parfait, merci. Alors, merci à mes 2 collègues qui ont déjà très bien mis la table. Je pense qu'on va se rejoindre sur plusieurs aspects. Alors, le défi posé ici, c'est de choisir un défi. Donc, il y en a bien sûr plusieurs. On a parlé d'accès au financement, par rapport à toute la trajectoire, de pénuriser aussi les financements, d'accompagner cela par des politiques publiques aussi qui vont le permettre. Enfin voilà, donc le paquet est mis. Alors, par rapport à l'angle de mes recherches, j'aimerais m'arrêter un petit instant sur la culture. On en parle beaucoup, on en a parlé plusieurs fois déjà ce matin. Donc, on dit oui, il y a aussi la différence culturelle. Et oui, la différence culturelle. Alors, moi, dans mes recherches, ce que je constate beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup de couches culturelles
dont on n'est pas toujours conscient par rapport à la manière de faire. Olivier, tout à l'heure, mentionnait le plan d'affaires. Ça peut prendre des formes variées selon les cultures. Donc, en fait, quel est le défi? Le défi, c'est d'un côté de comprendre ce qui est attendu de nous en tant qu'entrepreneurs migrants, c'est-à-dire en fait, on est en quelque sorte confronté à un ensemble de codes culturels qui se transmettent par des pratiques, par des attentes qui sont explicitées, alors de comprendre ce qui est attendu de nous et de l'autre côté, d'aussi faire comprendre ce que nous, on peut amener en tant qu'entrepreneurs migrants. Alors, donc, le défi des deux côtés, en fait. Et donc, par exemple, aussi, on peut parler d'accompagnement des entrepreneurs migrants. On a parlé tout à l'heure de l'importance de le faire, puis vous êtes plusieurs ici ce matin aussi dans le public, d'être impliqués dans des structures d'accompagnement, etc. Je pense que c'est essentiel. Et c'est essentiel, à mon sens, de aussi justement sensibiliser aux aspects culturels dans le cadre de cet accompagnement-là. C'est-à-dire, si on est mentor d'un entrepreneur migrant ou si on est coach d'un entrepreneur migrant, jusqu'à quel point on est sensible aux couches culturelles de l'autre, de ce que l'autre peut aussi nous apprendre par rapport en fait à notre manière de faire. Donc, je vous donne un exemple. Si on est un mentor américain qui va mentorer un entrepreneur chinois, le mentor américain, enfin, j'extrapole un petit peu, hein, le mentor américain va peut-être dire « Ah, mais c'est bien, il a pris un engagement, il a en fait dit autre chose que oui, oui. » Et alors, là, il faut aller plus loin. Il faut donc comprendre qu'en fait, dans la culture chinoise, déjà de dire non, ça ne se fait pas. Donc, il y a des codes de communication interculturelle qui se manifestent aussi dans les relations d'accompagnement et plus loin encore dans l'intégration de ces entrepreneurs-là dans l'écosystème entrepreneurial. Et donc, dans les recherches que je fais, c'est là où en fait je mets l'accent de vraiment former aussi par rapport aux aspects culturels qui accompagnent cette inclusion des entrepreneurs-là. Et puis peut-être j'irai, si je peux rêver un petit peu, j'irai un tout petit peu plus loin quand même par rapport aux structures d'accompagnement ou en tout cas par rapport à nos pratiques d'accompagnement. On a parlé tout à l'heure de la Silicon Valley et d'autres clusters, écosystèmes entrepreneuriaux qui sont établis depuis longtemps et que là, oui, effectivement, on voit les entrepreneurs migrants qui en font une grande partie et qui d'ailleurs ont même permis de pousser plus loin la Silicon Valley ou d'autres systèmes. On a un petit peu le réflexe au Québec de se comparer à la Silicon Valley puis de dire « Ah, mais on devrait être aussi bon qu'eux, on devrait, enfin, on l'a dit ce matin, on devrait enlever les limites. » J'irai un petit peu plus loin que ça. Je dis, est-ce qu'on doit être aussi bon qu'eux, dans le sens où est-ce qu'on doit être pareil? Moi, je vois une possibilité au Québec de développer un écosystème, puis on est en train de le faire, hein, de développer un écosystème qui accueille une super diversité et qui, en fait, se construit là-dedans. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'on met peut-être en question certaines pratiques d'accompagnement, d'inclusion qu'on essaie d'importer de la Silicon Valley pour dire est-ce que ça fait sens chez nous? Par exemple, le fait d'être dans un accélérateur de 12 semaines, ça ne fait pas sens pour certaines cultures dont la notion de temps est très différente, d'où en fait, on doit d'abord bâtir une confiance, on doit d'abord en fait vraiment connaître l'autre avant qu'on confie quoi que ce soit dans une relation. Donc, est-ce qu'on peut commencer à mettre en place vraiment des pratiques d'accompagnement aussi alternatives et sensibles à la culture. Puis je pense que vous êtes plusieurs ici ce matin qui le font déjà, mais je pense que mon souhait, ça serait qu'on rende visible cette diversité de pratiques qui valorise du coup aussi la diversité de ces entrepreneurs migrants, puis qui va mettre en valeur la richesse culturelle qu'ils nous apportent au Québec. Donc, ça fait longtemps qu'on parle il y a un concept qui s'appelle les sociétés super diverses, en fait, qui veut dire que dans les villes comme Montréal, comme Londres, comme New York, il y a plus que 200 nationalités qui y habitent. Bien, il faut que à ce moment-là, on soit conscient de cela. Puis comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, qu'on travaille aussi sur l'identité
qui peut être en fait beaucoup plus valorisé et puis où justement la particularité culturelle peut jouer un rôle très important. Donc, c'est là où je vois et des défis, mais aussi des pistes de solutions qui peuvent commencer à vraiment contribuer à un écosystème plus inclusif, si on veut l'appeler de cette façon-là. Donc voilà, je ne sais pas si, ouais, je pense que c'était 6 minutes. Merci beaucoup, Kerstin. Merci à vous trois. Peut-être juste avant de vous partager les questions du public, j'aimerais vous poser une dernière question. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment la recherche pourrait-elle continuer à contribuer, je dirais, à assurer plus d'équité et d'inclusion dans l'écosystème entrepreneurial québécois? Et puisqu'il s'agit d'une question très concrète, si vous aviez 5 millions de dollars à votre disposition, c'est les ripis qui payent. Si vous aviez donc 5 millions de dollars, j'espère que ce sera suffisant, pour mener une recherche de 3 ans, que feriez-vous? Vous avez 2 minutes chacun pour répondre. Jamel, la parole t'appartient. Merci Jérémy pour la proposition. Bah, peut-être que je payerai les politiciens pour changer les politiques actuelles. J'utiliserai cet argent-ci. Non, mais vraiment, moi, si on peut rêver, moi, je rêverais d'un programme avec une approche globale et non locale. Donc, moi, j'ai parlé tout à l'heure des opportunités, des forces que les immigrants entrepreneurs peuvent amener. Donc, moi, ça serait intéressant aussi de créer des liens et d'impliquer les acteurs à l'international. Donc, si on peut impliquer à partir des pays d'origine des immigrants qui viennent au Québec, je pense qu'ils ont un rôle à jouer au niveau international. Ça nous aiderait à avoir un angle différent justement sur comment développer des modèles d'affaires, comment faire affaire, comment communiquer, comment entreprendre dans ces pays-là. Et ça amènerait beaucoup d'informations intéressantes pour développer l'entrepreneuriat chez nous. Je donnerais plus de place aux entrepreneurs et porteurs de projets qui investissent dans l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est un angle important. On parle d'entrepreneuriat et ça aussi, c'est parmi les billets. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle des entreprises de Silicon Valley, de technologie, etc. On commence à en parler de plus en plus d'innovation sociale, des projets avec impact social, etc. Moi, je pense que c'est l'aspect qu'on devrait développer. Et puis donner la place aux organismes, aux personnes qui travaillent directement avec les immigrants. Je pense que ces personnes-là, elles ont un rôle très, très important parce qu'elles sont en contact direct tous les jours avec les demandes et les défis des entrepreneurs immigrants. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Jamel. Kerstin, que ferais-tu avec 5 millions de dollars? À mon tour de rêver maintenant. Oui, alors j'enchaînerai avec l'idée que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de développer un écosystème québécois qui a nos propres caractéristiques. Donc, ça serait une recherche certainement collaborative, donc avec plusieurs collègues, peut-être même sur le panel, hein, on verra, on va faire une demande de subvention peut-être. Et surtout, comme Jamel l'a si bien dit, aussi avec les acteurs, c'est-à-dire en fait avec vous qui sont dans les organismes d'accompagnement et aussi avec les entrepreneurs migrants qui, comme je disais tout à l'heure, ont beaucoup à nous apprendre. Et donc, je vais vous citer encore Noubar Afeyan de Moderna qui dit « L'innovation est une force d'immigration intellectuelle ». Donc, il y a vraiment des points forts entre l'immigration, d'avoir vécu une expérience d'immigration et de pouvoir innover. Et là, j'aimerais innover collectivement, c'est-à-dire en fait faire une recherche d'action, c'est-à-dire vraiment avec des résultats concrets, multiniveau aussi, c'est-à-dire impliquer aussi nos gouvernements dans l'histoire pour en fait travailler ensemble vers une vision d'inclusion sociale mutuelle, c'est-à-dire en fait vraiment entendre aussi l'inclusion de l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce que les migrants peuvent nous apporter ici, et puis plutôt que d'imposer des attentes au Québec qui sont déjà préexistantes. Donc, vraiment travailler sur une mutualité des perspectives
tout en étant sensible aux aspects culturels et donc en impliquant vraiment les individus concernés, c'est-à-dire les entrepreneurs migrants, sur le plan organisationnel, les structures d'accompagnement, puis au niveau gouvernemental, vraiment nos acteurs gouvernementaux pour en fait justement que les politiques publiques aussi traduisent cette vision-là de mutualité dont on a besoin, à mon sens, dans notre écosystème. Donc, voilà. Merci beaucoup, Kerstin. Olivier, à toi l'honneur de conclure ce dernier tour d'écran. Donc, de déraper au-delà des 2 minutes. Merci à toi, Jérémy. J'en suis reconnaissant. Donc, 5 millions. OK. Alors déjà, j'en donne 3 aux entrepreneurs parce que nous vivons dans un monde actuellement où le conservatisme est en train de prendre sa place partout. Là. Donc, on n'est pas sûr que les fonds pour les entrepreneurs immigrants restent pérennes, comme je disais tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il faut en donner une bonne partie de l'enveloppe parce qu'en ce moment, le monde dérape. Donc, nous parlons entre personnes qui sont familières de l'immigration, qui ont une vue optimiste de l'immigration. Mais rappelons-nous quand même que nous vivons dans un monde où l'immigration n'est pas quelque chose d'apprécié par tout le monde et notamment la classe dirigeante. Donc, je leur en donne un beau paquet. Deuxièmement, moi, à titre… il y a un deuxième chantier pour moi, c'est de ne pas confondre Montréal avec le Québec et donc d'aller aussi regarder ailleurs comment ça marche. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes peut-être dans l'auditoire qui ne sont pas de Montréal, qui ont des pratiques d'entrepreneuriat et qui se débrouillent au quotidien. Pour moi, c'est aussi un peu des héros de l'accompagnement parce qu'ils font avec des petites ficelles, des petits bouts, des petites choses. Et la compréhension de ce qu'on a en milieu urbain n'est pas forcément la même chose quand on est dans Montréal versus tout le Québec. Donc, il faudrait aussi aller regarder là quelles sont les pratiques innovantes, comment les gens se débrouillent. Peut-être que l'écosystème montréalais aurait à apprendre de pratiques du reste du territoire pour renverser un petit peu les habitudes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font qu'on ne connaît pas et qu'il faudrait peut-être faire remonter de manière un peu émergente. Donc ça serait mon deuxième. Comme il y a beaucoup d'argent, j'ai 3 pistes, Jérémy. La dernière, elle concerne plutôt qui nous sommes comme université. Alors peut-être que je vais répondre un peu de manière en biais là. Mais moi, je suis surpris quand je vois en université, dans les maîtrises, les doctorats, les corps professoraux, la quasi-absence ou l'absence très modérée des enfants de l'immigration au Québec. Donc, je ne parle pas des migrants actuels, mais je ne vois pas beaucoup dans les maîtrises, dans les docs, dans les corps professoraux, des enfants, donc des Québécois, hein, pas des Québécois issus de l'immigration. Je trouve qu'il y a un gros défi là-dedans. Et moi, comme prof d'entrepreneuriat, là, pour moi, il est de ma responsabilité aussi de dire à un moment, il faut aussi qu'en face des étudiants, il y ait des gens qui leur ressemblent un peu plus, quoi. Qui travaillent en entrepreneuriat ou pas, là, mais il y a un blocage quand même, hein, il y a un blocage fort. Donc, il y a les migrants, il y a les enfants de l'immigration à qui on dit, vous n'êtes pas forcément québécois, là, pour dire les choses clairement, là, qui se frottent à ça. Et il va falloir aussi à un moment ouvrir les vannes, quoi, parce que ceux-là, on ne les trouve pas dans les corps professoraux. On ouvre à l'international, mais pas les enfants de l'immigration, je ne sais pas où ils sont à l'université. Et moi, j'ai besoin de les voir, là. J'ai besoin de les voir pour les avoir en mémoire, pour les avoir en thèse, qui travaillent sur ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais on a besoin d'avoir à un moment des effets de miroir, que les étudiants aient l'impression que ceux qui sont en face d'eux leur ressemblent aussi un peu par leur biographie, leur vie. Et ça, en tant qu'universitaire, parce que je ne peux pas m'exclure du problème, là, parce qu'on ne peut pas non plus parler que de manière optimiste, il y a aussi des problèmes. On a besoin aussi à un moment de se regarder en face et de se dire comment ça se fait, ça, comment ça se fait. Donc, c'est un problème plus général de société, là, mais qu'il faut traiter en considérant que l'université fait partie du problème et de la solution, donc. Mais on ne peut pas s'exclure du diagnostic en étant confortable comme des observateurs. Il y a un problème de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, je mettrai des sous là-dedans aussi, quoi. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup de le rappeler, hein, c'est important. Nous avons maintenant quelques minutes pour prendre des questions du public.